Le thème 6 porte sur la propagation des ondes, les oscillations et les phénomènes périodiques en général. Le premier carnet, donc 6.1, porte sur un problème bien précis, une chaîne de billes reliées par des ressorts, donc la propagation des ondes dans une telle chaîne. Le système qu'on va étudier est illustré sur la figure que vous voyez là. Donc on a un ensemble de billes. Ces billes ont des positions d'équilibre. Elles sont reliées à ces positions d'équilibre par des ressorts de constante m oméga carré. Donc chaque bille est reliée à une certaine position d'équilibre. Sur la figure, les petits cercles avec un point bleu désignent les positions d'équilibre et les boules, les billes sont désignées ou illustrées par des disques gris. Et la déviation d'une bille par rapport à sa position d'équilibre est simplement notée U indice I, où I est le numéro de la bille. On commence avec U1 jusqu'à UN. Pour le moment, on peut supposer que la chaîne est une chaîne ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bille reliée à la première bille à gauche, donc la bille U1 n'est reliée qu'à la bille 2, et que la bille N n'est reliée qu'à la bille N-1, alors que les billes du milieu sont reliées aux deux billes voisines. Les billes sont reliées entre elles aussi donc par des ressorts tous identiques de constante m gamma carré. Donc si j'utilise cette notation pour la constante de ressort, c'est que la fréquence caractéristique de ces ressorts est donnée par gamma dans le cas des ressorts qui relient les billes entre elles et oméga majuscule dans le cas des ressorts qui relient les billes à leur position d'équilibre. Les équations du mouvement pour chacun des déplacements donc, sont les suivantes. Pour la première bille, donc l'accélération de U1, la deuxième dérivée de U1 est donnée par moins oméga carré fois U1, donc c'est la force de rappel ordinaire de la bille vers sa position d'équilibre, plus une force qui provient du ressort qui la relie à la deuxième bille. Donc on suppose que ce ressort est au repos quand les deux billes sont séparées d'une distance A, et lorsque les deux billes sont déplacées par rapport à leur position d'équilibre, bien donc le déplacement global, la différence de position relative des billes, donc l'étirement ou la compression du ressort est donné par U2 moins U1. Donc la force de rappel est alors gamma carré fois U2 moins U1. Autrement dit, par exemple, si U2 est égal à 0, et que U1 est positif, donc la bille à gauche se déplace légèrement vers la droite, eh bien, on aura ici une force de rappel négative qui la ramène vers sa position d'équilibre. C'est pour ça qu'on a ce signe, U2 moins U1, et bien sûr, ça ne dépend que de la différence entre les deux. Pour la bille numéro 2, eh bien, on a la même forme de la force de rappel vers sa position d'équilibre, mais en plus, on a deux forces externes qui agissent sur U2, donc la force liée au ressort qui la lie à la bille numéro 1 et la bille numéro 3. Donc pour ce qui est de la bille numéro 1, c'est la même force qu'avant, mais de signe contraire. Hein. Donc c'est le principe d'action-réaction qui est en jeu. Donc on aurait un terme en moins U2 plus U1. De la même manière, on aurait un terme semblable à celui-ci, mais avec 3 et 2 qui remplacent 2 et 1. Donc on aurait U3 moins U2. Qui s'additionnent. Donc ça fait au total U3 moins U2 plus U1, donc ça fait cette forme exactement. Et donc pour les billes suivantes, c'est la même chose, on ne fait que translater les indices pour obtenir la bonne équation, et la dernière bille à la fin, elle aussi ne ressentirait qu'une force liée à une bille différente, donc la bille N-1, et la forme serait celle-ci. Donc exactement, si vous voulez, la même forme qu'on avait ici pour la première bille, sauf qu'il s'agit de la bille maintenant de gauche qui est la seule bille présente, donc c'est pour ça que ça n'a pas le même signe que dans le premier terme. Donc c'est une petite différence. Donc ce système d'équations peut être résolu dans une certaine limite, une limite continue. Donc dans cette limite continue, on remplace la variable U indice R par une fonction continue, donc U de x, où x est une coordonnée continue qui remplace l'étiquette discrète ou le numéro de bille. Donc on pourrait définir x comme étant R fois A,
A étant la distance entre les billes, et dans la limite où A tend vers 0, R est très grand, X devient une variable continue. La deuxième dérivée de U par rapport à X devient alors cette différence finie. Donc c'est la différence des différences, donc une deuxième dérivée, et c'est pour ça que c'est divisé par A au carré, comme ceci. Et l'équation, le système d'équations qui est illustré ici devient à ce moment-là le suivant. La deuxième dérivée de U par rapport au temps devient simplement gamma carré A carré fois la deuxième dérivée par rapport à X. Alors je vous rappelle ici, on a simplement ce genre d'équation ici, où on a exactement cette différence-là, sauf qu'il n'y a pas de A carré, donc il faut multiplier et diviser par A carré pour avoir cette forme. Et on aurait la force de rappel ici, donc, qui devient simplement dans la limite continue, moins oméga carré fois U. Si oméga majuscule est égal à 0, alors on retrouve essentiellement l'équation d'onde. Sinon, on a une autre équation qu'on appelle l'équation de Klein-Gordon, qui a été introduite pour la première fois dans le domaine des particules élémentaires dans les années 20. Donc on reviendra sur cette question si vous suivez le cours de physique subatomique. Donc l'important, c'est que cette équation, qui n'est pas exactement l'équation d'onde, est quand même caractérisée par une relation de dispersion. Donc une relation entre la fréquence et la longueur d'onde, où la fréquence est le nombre d'ondes. Donc pour trouver cette relation, nous allons supposer qu'on a ici une onde progressive. Donc on va supposer que la forme de U en fonction de x et de t est une constante qui multiplie une exponentielle complexe de propagation. Il est sous-entendu encore une fois que c'est la partie réelle de cette exponentielle qui compte, le cosinus. Et si on substitue cette forme dans l'équation d'onde, on trouve pour le membre de gauche, bien sûr, moins oméga carré au lieu de la deuxième dérivée par rapport au temps, fois U0. Pour le premier terme du membre de droite, on trouve moins gamma carré A carré K carré, parce qu'on prend la deuxième dérivée par rapport à X, toujours fois U0, et le dernier terme reste tel quel avec le moins oméga carré U0. En simplifiant, bien sûr, le U0, on trouve la relation de dispersion qui est ici. Donc la relation entre la fréquence oméga minuscule de l'onde et le nombre d'ondes K. La vitesse de phase, et à ce moment-là, le rapport oméga sur K, et la vitesse de groupe est la dérivée d'oméga par rapport à K. Alors, comment résoudre ce système numériquement? Nous allons retourner, donc laissons tomber la limite continue pour le moment, nous allons retourner au système d'équations différentielles qui est présenté ici. Nous allons simplement le résoudre comme on a résolu les équations différentielles auparavant. Nous allons apporter une petite variante, cependant, une variable booléenne, donc périodique, qui soit vraie ou fausse et qui contrôle les conditions limites. Donc si le système est périodique, c'est-à-dire que si la bille numéro 1 est reliée à la bille numéro n par le même genre de ressort que celui qui la relie à la bille numéro 2, à ce moment-là, l'ensemble des billes forme ce qu'on pourrait décrire comme un anneau fermé sur lui-même. Donc le système est périodique et c'est contrôlé ici par une variable booléenne qui peut être vraie ou fausse. Ici, on définit les valeurs de oméga carré et de gamma carré. Pour commencer, on met oméga carré égal à 0. Et ensuite, on définit le nombre de billes, n. Donc, on va construire ici un tableau, donc 2n par 2n. Alors, c'est un système qui possède n coordonnées, mais en réalité, en tant que système d'équations différentielles, il possède 2n variables. Si on le ramène à un système du premier ordre, donc il y aurait n variables u pour les déplacements et n vitesses correspondantes. Donc on voudra ici exprimer le système d'équations de la manière suivante, donc comme étant la dérivée d'un vecteur. Le vecteur donc, comporte les n déplacements, que j'appelle x dans ce cas-ci, et les n vitesses, un à la suite de l'autre. Et j'écrirai le système d'équations différentielles comme ceci. La dérivée de x est égale à une matrice A qui multiplie x. C'est un système non seulement, c'est un système linéaire en fait, donc c'est ce qui rend sa solution si simple. Même analytiquement, on pourrait le résoudre. Donc, on va commencer ici par peupler cette matrice A. Donc, premièrement, on fait une boucle sur les valeurs de I,
et on écrit ici AI, I plus N égale à 1, ce qui veut dire que les dérivées des positions sont les vitesses. Ensuite, on s'occupe des points qui sont à l'intérieur de la chaîne, pas les points des extrémités. Et donc, dans ce cas-ci, c'est le contraire. On regarde A, I, N, A de I plus N, I. Et donc, ceci nous donnerait les coefficients dans le système d'équations plus haut qui font la relation entre, je vais remonter rapidement, par exemple, entre U3, deuxième dérivée, et U3 lui-même. Donc, on aurait moins oméga carré et on aurait moins 2 gamma carré. D'accord? Donc, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on inscrit ici, moins oméga carré, moins 2 gamma carré. Alors que pour le couplage avec les positions voisines, donc I-1 et I plus 1, on aurait simplement gamma carré. Enfin, on aurait les forces sur la bille de gauche et la bille de droite, qui sont un petit peu différentes parce qu'il n'y aurait pas le facteur 2, bien sûr. Donc ici, on a simplement ici pour la bille située complètement, la bille située complètement à gauche, on aurait moins gamma carré, moins oméga carré quand elle se couple à la bille en fonction, c'est la dérivée de la vitesse, donc de la bille de gauche, donc c'est pour ça qu'on a l'indice n ici, et qu'on a 0 ici, et on aurait la contribution à cette même dérivée de la bille numéro 1, donc plus gamma carré, donc différence de signe. Et on fait quelque chose d'équivalent pour la masse de droite. Ce qui va changer ici, c'est non, pratiquement rien. Finalement, c'est la même expression, sauf qu'on aurait bien sûr ici 2n-1 pour ce qui est du numéro de la vitesse correspondante, et n-1 pour la bille, la position de la bille elle-même, et n-2 pour la bille qui est immédiatement à gauche. Si le système est périodique, on ajoute des termes. Donc des termes qui vont ici coupler la bille qui est complètement à gauche avec celle qui est complètement à droite, et ça va ajouter simplement des termes en gamma carré. Voilà. Donc la fonction dx qui définit le système d'équations différentielles ici serait simplement obtenue en multipliant cette matrice A par le vecteur x, n'est-ce pas? Parce que c'est précisément ce que l'on fait ici. Hein? D'accord? Donc c'est la matrice A qui multiplie le vecteur x. Donc c'est ce qu'on écrit dans cette fonction dx, c'est très simple. Ensuite, on doit choisir des valeurs initiales. Donc on commence par mettre tout ce beau monde-là à 0. Ensuite, je vais supposer que les que les positions sont initialement 0, mais que les vitesses des premières billes ont subi un choc, une certaine initialisation. Donc je suppose que je donne une vitesse à la première bille à gauche, une vitesse 2 fois moindre à la bille suivante et 2 fois moindre encore à la troisième bille. Okay, pour avoir quelque chose qui est un peu plus doux comme impulsion initiale, je pose un temps de simulation égal à 600 et je définis cette grille de temps, donc qui va de 0 jusqu'à 600 avec des espacements assez petits. Je pars le chronomètre, ce n'est pas facultatif, et je vais obtenir la solution ici avec la fonction ODE-int qu'on a déjà utilisée, et ensuite faire un graphique qui va me porter. Alors j'ai une option ici dans le graphique, ici je le fais de manière directe, c'est-à-dire que dans cette option, je vais porter en graphique la position de chacune des billes en fonction du temps. Donc je vais superposer tout un paquet de courbes, l'une par-dessus l'autre. Donc c'est pour ça que je porte en fonction du temps ici la position de chacune des billes. Donc j'ai ici cette solution Y que j'ai obtenue avec ODE-int. Donc le deuxième indice désigne le numéro de la bille, et je vais la déplacer, cette position, par une certaine constante fois le numéro de la bille, qui représente en quelque sorte la distance entre les différentes billes à l'équilibre. Donc c'est comme l'équivalent du petit a, mais c'est uniquement pour le graphique, pour les fins du graphique ici. Et voilà, donc c'est ce que je vais faire immédiatement. Donc j'évalue. J'ai un temps de calcul inférieur à 1 seconde, le temps de faire le graphique est un petit peu plus long, et j'obtiens ceci. Alors comment peut-on raisonner
comprendre le mouvement qui est illustré ici. Alors, n'oublions pas que dans ce mouvement, dans ce cas particulier, oméga égale à 0, c'est-à-dire que les billes ne sont pas liées à leur position d'équilibre. Elles peuvent se déplacer librement si elles se déplacent toutes ensemble à la même vitesse. Donc ici, j'ai donné une impulsion aux premières billes, et donc il y a une impulsion, excusez-moi, qui se propage en fonction du temps, qui se propage dans les deux directions, parce qu'il s'agit ici d'un système que j'ai défini comme étant périodique. D'accord, donc c'est ce que j'ai mis au tout début. J'ai mis, attention, on va voir en haut, périodique égale vrai. D'accord? Donc c'est un système qui est périodique, donc une fois que je frappe les premières billes, une impulsion va se propager vers la droite et vers la gauche, comme ceci, en contre-propagation. Remarquez que toutes les autres billes qui définissent ce système sont tout à fait immobiles tant que l'impulsion ne les frappe pas. Donc il y a une propagation d'un signal, il y a une certaine causalité dans ce système, donc les billes qui sont dans le milieu de la chaîne ne peuvent pas être affectées avant que le signal, l'impulsion leur parvienne soit d'un côté, soit de l'autre côté. Donc cette impulsion se propage, les deux impulsions en fait qui vont en sens opposé se superposent sans s'affecter et continuent comme ceci. Et une fois qu'elle arrive ici, on peut la reprendre en bas et recontinuer dans ce sens-là. Donc ce que l'on voit ici, c'est la même impulsion qui se continue. Si on suit le mouvement de la première bille, on voit une certaine immobilité ici, une fois qu'elle a commencé que l'impulsion s'est propagée. Quand l'impulsion revient, elle se déplace encore d'une certaine distance. Et ensuite, encore d'une certaine distance. Donc, il y a une espèce de mouvement en escalier, globalement, ici, qui peut se comprendre, bien sûr, puisque j'ai donné une tape, en quelque sorte, une taloche aux billes, à 3 billes vers la droite. Eh bien, c'est l'ensemble de l'anneau des billes qui se déplace en moyenne vers la droite. Donc, il y a une espèce de rotation globale de cet anneau. Et à la longue, il faut que donc toutes les billes finissent par se déplacer vers la droite. Elles finissent toutes par avoir le même mouvement, finalement. Donc, elles se déplacent graduellement au fur et à mesure que les impulsions se propagent. On remarque aussi qu'il y a une certaine dispersion. Normalement, si les billes obéissaient à l'équation d'onde, comme dans la limite continue, eh bien, il y aurait une forme, une impulsion qui se déplace sans déformation. Il n'y aurait pas de dispersion parce que l'équation d'onde en elle-même n'admet pas de dispersion. Cependant, l'équation d'onde n'est valable ici que dans la limite continue. On n'est pas dans la limite continue, manifestement. Donc, il y a une certaine dispersion du signal qui se manifeste par des oscillations secondaires qui apparaissent après le passage de chacune de ces impulsions. Et donc, le système devient de plus en plus pollué par ces oscillations secondaires au fur et à mesure que le temps avance. Que se passerait-il dans ce cas-ci si, au lieu de mettre... donc, si le système n'était pas périodique, alors on va commencer par jouer avec cette variable. Donc, je vais dire periodic false et je vais recalculer. Donc, ce que j'aperçois, c'est ceci. Donc, un peu le même phénomène, sauf qu'il n'y a qu'une impulsion qui se propage, donc vers la droite, et qu'arrivée à l'extrémité du système, elle revient. Donc, c'est une réflexion que je vois ici. Et une autre réflexion, donc l'impulsion fait du va-et-vient entre les deux extrémités de la chaîne. Et encore une fois, on a ce déplacement global parce que oméga carré est égal à 0. L'ensemble de la chaîne se déplace globalement en escalier, si on veut, en fonction du temps. On remarque aussi la présence de dispersion qui est de plus en plus intense au fur et à mesure que les réflexions se produisent. On va maintenant retourner à on va laisser le système donc, ouvert et on va maintenant plutôt changer la valeur d'oméga. Donc oméga carré, au lieu d'être égal à 0, serait égal à une petite valeur, on va dire par exemple 10 à la moins 4, donc c'est pas énorme. Voyons voir l'effet que ça va avoir.
Bon, alors ce que l'on observe ici, c'est que ce déplacement global vers le haut ne s'effectue pas, donc les billes retournent vers leur position d'équilibre, après avoir été déplacées initialement. Hein. Donc on a la superposition d'une espèce d'impulsion qui se propage, mais qui est combinée avec une espèce de mouvement plus lent qui ramène les billes à leur position d'équilibre. Donc ça se comprend assez bien. Et ce serait plus marqué si oméga était plus grand, donc je vais multiplier oméga carré par 10, et voir ce qui se passe dans ce cas-là. Donc normalement, cette espèce de phénomène se produirait aussi. Excusez-moi, je l'ai ici. D'accord, un peu plus rapidement. Et ainsi de suite. Donc si j'avais une valeur d'oméga carré encore plus grande, et c'est la dernière fois que je le fais ici, je promets, 10 moins 2, j'aurais quelque chose de plus marqué. Voilà. Donc on voit des espèces d'oscillations. Les oscillations que l'on voit ici sont en réalité les oscillations de la bille de gauche causées par cette valeur d'oméga. Donc une oscillation par rapport à sa position d'équilibre. Et qui se superpose à cette espèce d'impulsion, cette onde progressive qui est causée par le ressort de constante gamma. Voilà. Dans un deuxième temps, nous allons résoudre le même système, mais différemment. Et curieusement, nous allons trouver qu'il est plus efficace de résoudre le système d'équations à l'aide des méthodes numériques d'équations différentielles qu'avec la méthode qu'on va maintenant expliquer, qui pourtant, intuitivement, semblerait plus efficace. Donc, on a cette équation du premier ordre, bien sûr, et A est une matrice de n par 2n. Donc, la solution analytique est évidente ici. X en fonction de t, simplement donné par l'exponentielle de la matrice A fois t, appliquée sur le vecteur x0 des conditions initiales. On le voit tout de suite, lorsqu'on prend la dérivée par rapport au temps de cette solution, on retrouve exactement l'équation différentielle. Donc c'est manifestement une solution analytique du problème. Évidemment, le problème est de calculer l'exponentielle de cette matrice. Donc il faut diagonaliser pour cela la matrice. Donc écrire la matrice A comme une matrice unitaire fois une matrice diagonale fois le conjugué hermitien donc de cette matrice unitaire qui est la matrice U-1, c'est la même chose. Donc la matrice D, la matrice diagonale, contient les valeurs propres de A sur la diagonale et la matrice U contient les vecteurs propres normalisés de A en tant que colonne. Autrement dit, donc les différentes colonnes de U sont les vecteurs propres de A. S'il faut maintenant calculer l'exponentielle de A fois le temps, eh bien, on a simplement qu'à prendre l'exponentielle de D fois le temps, qui est une matrice diagonale elle aussi, et à multiplier de chaque côté par U et U conjugué. Ce qui nous donnerait la solution suivante. X en fonction du temps serait donné par U, qu'on peut calculer à l'avance, E exposant D fois T, donc D étant encore une fois la matrice des valeurs propres de A, U conjugué fois le vecteur x0 des conditions initiales. Alors voyons voir comment on peut implanter cette solution. Donc ça c'est une solution explicite, mais il faut la calculer quand même. Donc je vais reprendre les mêmes paramètres qu'auparavant, donc que dans le calcul précédent, le même nombre de particules, les mêmes valeurs initiales d'oméga carré et de gamma carré. Je construis la matrice A de la même manière qu'avant, donc je ne m'attarde pas à cette partie-là. Je calcule les valeurs initiales comme avant, donc je vais reprendre exactement les mêmes paramètres que je n'ai pas fait précisément, donc c'est à moi de le faire ici. Je vais donc calculer x0 comme auparavant, donc je vais m'empresser de copier cet ensemble de lignes ici pour m'assurer que j'ai exactement la même chose. Et le même temps de simulation, je vais cependant avoir une grille de temps qui est un peu moins fine. Je n'ai pas besoin d'avoir une grille de temps aussi fine parce que je ne résous pas une équation différentielle. Ici, j'applique une solution déjà connue, donc ça va affecter le graphique simplement. Et donc ce que je dois faire ici, c'est calculer les vecteurs propres et valeurs propres de la matrice A. C'est ce que je fais avec la fonction alg qui appartient au module linalg de NumPy. Et je vais ici inverser la matrice U, enfin j'aurais pu prendre la transposée conjuguée, c'est
c'est équivalent. Donc, qui contient, donc ce serait U conjugué à ce moment-là. D'accord? Donc, pour maintenant faire un graphique de x en fonction du temps, ou des différentes composantes de x en fonction du temps, je définis cette fonction evol, l'évolution dans le temps, à un temps t. Je commence par prendre ou appliquer la matrice U conjuguée sur x0. Je mets ça dans y. Ensuite, j'applique sur y la matrice U multipliée par l'exponentielle de E fois t. Donc ça, c'est un simple tableau linéaire. Je le multiplie par t, je prends l'exponentielle. Donc cette expression ici est un tableau qui représente la diagonale de la matrice d'évolution que je multiplie par U de cette manière. Donc, ça représente effectivement, donc c'est une multiplication ordinaire, notez, ce n'est pas un dot, donc chacune des composantes de U va être multipliée par la composante correspondante de ça ici. Donc, en quelque sorte, ça va être fait rangée par rangée, n'est-ce pas? Autrement dit, la première colonne de U va être multipliée par la première valeur de ce tableau. La deuxième colonne de U va être multipliée par la deuxième valeur de ce tableau, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on veut. En fait, c'est l'équivalent de multiplier U par la matrice diagonale E à la D fois T. Et on multiplie donc cette matrice par Y, on obtient une nouvelle valeur de Y, et c'est ce qu'on retourne, c'est la solution au temps T. Voilà, alors je me définis ici un tableau général qui contient pour toutes les valeurs du temps T, toutes les variables, donc un tableau de 2n colonnes par un nombre de rangées donné par le nombre de temps. Sur ma grille de temps, je fais une boucle sur les temps, et pour chaque colonne, pour chaque temps, c'est-à-dire donc pour chaque rangée, je vais simplement calculer cette évolution, calculer cette fonction. Comme il y a potentiellement des nombres complexes là-dedans, je m'assure de prendre la partie réelle. Et je calcule le temps de calcul, donc c'est-à-dire j'arrête mon chronomètre et je fais les graphiques, donc les graphiques pour chacune des particules. Voilà, donc en principe c'est simple. Je vais donc lancer le calcul. Et je vous préviens tout de suite que ça prend à peu près 30 secondes. Donc c'est beaucoup plus lent que de faire le calcul comme on l'a fait auparavant. Je vous rappelle que le temps de calcul était inférieur à 1 seconde. Donc j'en profite pour expliquer pourquoi, ou pour me poser la question, pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus lent alors qu'on connaît explicitement la solution. Donc qu'est-ce qu'il faut faire comme manipulation dans cette deuxième solution? On doit en fait multiplier par des matrices U qui sont relativement complexes et qui sont des matrices 200 par 200. Pour chaque valeur du temps, on doit faire plusieurs opérations de ce genre. Alors que, au fond, la matrice A n'est pas si compliquée. C'est une matrice qui contient relativement peu d'éléments par rapport à sa dimension de 2n par 2n. Et donc, on se trouve à utiliser ici une mauvaise méthode réellement, même si elle est plus explicite, même si elle est plus proche de la solution analytique. Donc, la solution qu'on trouve, elle est ici, c'est identique à celle qu'on avait trouvée auparavant, bien sûr, dans le cas d'un système non périodique. Ici, même si la solution a l'air un peu différente, c'est sa couleur ou sa teinte, peut-être, qui est un petit peu différente de celle-ci, c'est parce qu'ici, on a plus de points, on a une densité de points plus grande en fonction du temps, alors qu'en bas, on a une densité, une grille un peu moins dense. Mais sinon, c'est la même solution. Enfin, dernière partie de ce carnet, l'étude des modes propres de cette chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on entend par des modes propres? Donc, ce sont les modes qui se propagent à l'intérieur de cette chaîne avec une fréquence bien précise. Et donc, non pas l'étude d'une propagation suite à des conditions initiales quelconques, mais une identification des différentes fréquences propres d'oscillation du système. Donc, le système d'équation différentielle qu'on a étudié en haut est un système du premier ordre. On pourrait aussi formuler ces équations du mouvement
directement en fonction des accélérations comme un système du premier ordre. C'est ce qu'on a fait au tout début ici. Donc quand on a écrit les premières équations du mouvement, ici c'était un système du deuxième ordre dans le temps, on avait les deuxièmes dérivés ici, ainsi que certains coefficients qui agissent uniquement sur les déformations U. Donc c'est ce qu'on fait dans cette dernière partie, donc je retourne là. On a donc une équation de ce genre. U est un vecteur maintenant qui contient toutes les composantes, donc toutes les déformations de chacune des billes, les déplacements, c'est-à-dire donc de U1 jusqu'à UN. Deuxième dérivée est égal à moins H fois U, où H est donné par cette forme ici. Donc j'aurai quelque chose qui est en oméga carré pour chacun des termes. Donc il multiplie la matrice identité, c'est ce que ça veut dire ici, oméga carré pour la matrice identité, plus un terme en gamma carré, donc j'ai mis un moins en avant, et qui correspond ici à ce qu'on a déjà déterminé avec les moins 2 le long de la diagonale, et les 1 de chaque côté, sauf dans les conditions aux limites ouvertes, bien sûr, pas pour la première bille et la dernière, où il y a simplement un moins 1 qui apparaît. Donc c'est le système qu'on doit résoudre. Bon, alors on cherche ici des modes propres, c'est-à-dire des mouvements qui ont une fréquence bien définie. On va donc supposer qu'on a une solution comme ceci. Donc une solution qui oscille purement dans le temps. Et lorsqu'on substitue cette solution dans cette équation, donc bien sûr la double dérivée fait descendre un moins oméga carré, et on se retrouve avec une équation comme ceci, qui est une équation aux valeurs propres. C'est-à-dire que les valeurs propres de H sont les carrés des fréquences des modes propres d'oscillation. Donc on a considéré ici un système avec des conditions aux limites ouvertes, donc non périodiques, je devrais dire. Dans la limite continue, on pourrait trouver, ce serait l'équivalent de résoudre l'équation d'onde, encore une fois, mais avec des conditions aux limites qu'on doit spécifier. On peut soit spécifier qu'aux limites du domaine, les dérivées de la fonction, donc de la déformation ou du déplacement U, sont nulles, dérivées par rapport à x, j'entends, ou soit que les valeurs du déplacement sont nulles aux extrémités, c'est ce qu'on appelle les conditions aux limites de Dirichlet. Et donc ce sont ces conditions aux limites de Dirichlet que nous allons appliquer, c'est-à-dire que nous allons supposer que aux extrémités, donc la première et la dernière bille, sont fixes. Donc comment fait-on cela? Donc on va commencer encore une fois par fixer la largeur du domaine. Donc on va fixer oméga carré à 0 encore une fois, gamma carré est égal à 1, le pas de la grille va être égal à 0.01, et on va non pas chercher tous les modes propres, mais uniquement ceux qui ont les fréquences les plus basses, donc les NV plus petits, les NV modes d'oscillation qui ont les fréquences les plus petites. Donc, on va donc pour cela définir la matrice H. La matrice H va avoir une dimension qui va être donnée par la longueur du vecteur que j'appelle x, moins 2 parce qu'on s'intéresse uniquement au point intérieur. C'est pour ça qu'on soustrait 2 de la dimension de x. X serait un ensemble de positions qui correspondent aux positions d'équilibre des différentes billes. Et donc j'ai supposé ici que ça allait de 0 jusqu'à L inclus. Le pas de grille est donné par ceci, la longueur est donnée par ça, ce qui correspond à 100 points à peu près, ou 101 points. Donc on va construire une matrice qui est ici une matrice creuse et qu'on va spécifier en fonction des fonctions définies dans SciPy sparse pour les matrices creuses, comme on l'a déjà vu. Donc on inclut en tant que module qu'on appelle SP. Donc la fonction diag, ce qu'on a déjà rencontré, va nous permettre de spécifier les diagonales de la matrice H. On connaît la structure de la matrice H, c'est celle-ci, d'accord? Donc il y a une diagonale principale, à l'intérieur c'est égal à moins 2 pour la diagonale principale, et 1 de chaque côté, plus cette contribution qui vient de la diagonale principale. Donc on devrait ici avoir dans la diagonale principale excusez-moi, un tableau donc, dont les valeurs sont 2 gamma carré plus oméga carré, et qui a une dimension dim, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur de ce tableau, donc excluant des extrémités.
Ensuite, avec une dimension dim-1, la diagonale secondaire, ou les deux diagonales secondaires qui sont de chaque côté et qui ont des valeurs moins gamma carré, donc signe opposé. Et ceci, en fait, ces trois indices sont les positions des diagonales, donc 0 veut dire la diagonale principale, 1 la diagonale juste au-dessus, moins 1 la diagonale juste en dessous. Donc c'est la matrice H. Ensuite, on calcule les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice H avec cette routine qui calcule justement qui diagonalise ou calcule les vecteurs propres, valeurs propres, plutôt d'une matrice hermitienne creuse. Donc, je vous rappelle, le petit s ici vient de l'anglais sparse pour matrice creuse, et le h veut dire que la matrice est hermitienne. Ensuite, on peut imprimer les valeurs propres. Je les ai renormalisées ici par a carré pour faire le lien avec l'équation d'onde. Et je vais comparer avec les valeurs propres théoriques qu'on tirerait de l'équation d'onde, parce qu'on aurait ici un problème que vous avez sans doute déjà résolu, où on doit résoudre l'équation d'onde dans un domaine fermé, avec des solutions qui ressemblent à des sinus et des fréquences qui sont des multiples entiers de pi. Et je porte ces fonctions en graphique, donc les fonctions propres ici sont portées en graphique, ce sont donc les valeurs de psi en fait que je vais mettre en graphique. Donc j'aurai psi ici pour la valeur propre numéro j, et je vais complémenter psi par des valeurs aux extrémités de la chaîne qui ne font pas partie de psi, mais qui sont fixes et égales à 0. Donc c'est comme si je faisais ici une concaténation de 3 listes, de 3 tableaux, c'est ce que concatenate veut dire ici. Je fais une fusion, si vous voulez, d'une liste de longueur 1 qui vaut 0, de la liste du tableau donné par psi et d'un tableau de longueur 1 égale à 0 aussi. J'ai donc quelque chose qui a une longueur maintenant qui est la même que la longueur de x. Je porte en graphique x avec yp que je décale d'une certaine différence, simplement pour voir distinctement ces valeurs. Excusez-moi. Et voilà, je mets une ligne horizontale à la base de chaque fonction pour pouvoir ensuite les comparer. Donc, je n'ai qu'à exécuter cela. Et j'ai ici les différentes fonctions propres, les différents modes d'oscillation de cette chaîne qui est fixée aux deux extrémités. Donc, je vois donc que j'ai le mode principal ici, le mode fondamental, ainsi que l'un après l'autre les différents harmoniques de ce mode. Donc, ils sont bel et bien des fonctions sinusoïdales qui s'annulent aux extrémités. Donc, bien sûr, c'est un problème qui, ici, peut être résolu analytiquement, il n'y a pas de surprise, mais l'avantage, c'est que ce formalisme permet de le modifier, par exemple, de modifier le système en changeant, par exemple, la masse des billes sur une portion de la chaîne, la moitié de la chaîne, par exemple, et c'est le genre de changement que vous devrez apporter dans le TP relié à ce problème. En passant, j'ai imprimé ici les valeurs propres obtenues numériquement, ainsi que les valeurs propres théoriques. Donc on voit qu'il y a concordance. Elle n'est pas parfaite, cette concordance. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle est presque parfaite. L'erreur vient du fait, bien sûr, qu'encore une fois, on a un système discret et non pas un système qui est parfaitement continu. Donc la limite continue n'est pas exacte. Donc je vous remercie de votre attention.